Bonjour à toutes et à tous, c'est un numéro un peu particulier de J'ai rendez-vous avec que nous vous proposons. Et oui, parce que traditionnellement, nous recevons ici, dans cette enceinte, au Now Coworking de Rouen, en coproduction avec PNTV, nous recevons des acteurs économiques, nous recevons des dirigeants, nous recevons des entrepreneurs. Et cette fois-ci, c'est un artiste que nous recevons. Bienvenue à Vincent Blanchard, fondateur du groupe Jaude, musicien, chanteur. Et c'est, comme d'habitude, en public. Je pense que cette salve d'applaudissements va rendre un peu jaloux les acteurs économiques qu'on reçoit d'habitude, parce que là, j'ai l'impression que le niveau de l'applause est beaucoup supérieur. C'est parce que c'est du public de concert, ils ont l'habitude de... La prochaine fois, Ludivine Bunel, qui prépare cette émission, je vais lui demander de faire une fausse pour que le public puisse effectivement donner toute son émotion. Alors, on revient à notre invité, Vincent Blanchard, Jaude. Juste avant que ça enregistre, comme ça, pour être sympa, je disais on reçoit presque une star, et puis vous m'avez repris, vous m'avez dit non, je ne suis pas une star. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse que vous m'avez faite? Parce que la notion de star, c'est une notion un peu de... très installée, extrêmement installée, un peu intouchable, un peu tout ça, donc ça reste quelque chose du domaine un peu du rêve, ou voilà. C'est les Américains qu'on considère comme des stars si on n'a pas son étoile, d'ailleurs ça vient de là, si on n'a pas son étoile sur Hollywood Boulevard, on n'est pas une star, et je pense qu'en France, à part des très grands acteurs qui sont là depuis très longtemps, on n'a pas cette notion réellement de star, voilà. Donc c'est international. C'est pas une fausse modestie de votre part, c'est pas une humilité forcée, c'est finalement la raison de voir les choses avec relativité. Il y a vraiment les grandes stars, on sait ce que c'est. Puis ce serait hyper dangereux mentalement pour moi de commencer à croire en ce genre de choses, quoi. Bon, mais quand même, on est bien installé avec Jaude sur le chemin de la réussite et de la notoriété. Alors, je reviens à notre enceinte. Ici, le coworking, c'est plutôt une enceinte économique. Je l'ai dit, on reçoit d'habitude des gens de l'économie. Est-ce que c'est pas un peu bizarre, ça fait pas un peu bizarre quand on est Vincent de Jaude de se dire je vais venir ici et pas pour parler de musique? Et alors, attends, juste avant que vous me répondiez, j'ajoute, d'habitude, les journalistes avec les artistes parlent du succès, des réussites, et nous justement on est là pour parler des difficultés, des obstacles, du rebond. Alors c'est un double traquenard pour vous ce matin? Eh ben pas vraiment, parce qu'en fait dans la musique en général, et l'économie de la musique existe vraiment, la culture en France et la part que la musique apporte, le spectacle au PIB du pays, il est pas négligeable du tout. Donc du coup, c'est une vraie économie de toute façon là-dedans. Même si nous, en tant que musiciens, quand on débute, on n'a pas cette notion réellement d'économie, mais plutôt une notion de travail, de comment contourner un peu les choses pour pouvoir faire. Et puis voilà, puis après, moi j'ai 47 ans aujourd'hui, j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 16 ans, vraiment au tout début. J'ai décidé à 19 ans que j'en ferais ma vie. Et j'ai connu beaucoup plus d'échecs que de réussites sur ces 30 ans, donc on est en plein dedans, tout va bien. Super, alors on a un bon client, si je puis dire. Exactement. Ici, on est là pour parler un peu d'échecs. Alors, si vous qui êtes dans la salle ou vous qui nous regardez, si vous n'avez pas trop de connaissances sur Jaude, eh bien, il reste peut-être quelques personnes qui ne vous connaissent pas encore. Oh, encore plein, ouais. Quelques-unes. Juste 2-3 points de repère. Alors, disons que vous êtes rouennais, votre style c'est le pop rock, je dis bien. Ouais, chanson rock. Je suis dedans. Ouais. Oui. Voilà, chanson rock. Vous êtes né il y a 10 ans. Oui, le groupe est né il y a 10 ans. Le groupe est né, enfin je parle du groupe évidemment. Oui, j'avais un doute. Un grand garçon qui nous a dit qu'il avait 47 ans. Alors, le groupe est né il y a 10 ans. Et puis, alors oui, pourquoi je parlais de chemin de la réussite? Tout simplement parce que voilà, on est très nombreux maintenant à savoir que vous avez reçu, on vous en parle encore souvent et ça durera, le César de la meilleure bande originale de film à l'occasion de la sortie de Guy le Fantastique. Moi, j'hésite pas à le dire, j'ai adoré le fantastique film de Alex Lutz. Et puis, que dire encore? Eh bien oui, l'actu, il y a quelques mois, en 2019, là, on est en 2019, vous avez sorti votre 6e album, Le Banquet des Charognards. Oui, exactement. Alors, vous m'avez un peu devancé, vous m'avez dit j'ai eu beaucoup d'échecs. Est-ce qu'on peut commencer, peut-être chronologiquement, quand on commence à fonder un groupe? On sait très bien qu'on est dans un domaine où énormément de candidats, peu d'élus, c'est difficile. Enfin, même si le grand public n'est pas dans les coulisses, on le sait tous. Ça a commencé comment le premier échec? Alors les vrais, si on fait un peu abstraction du côté débutant et mise en place et apprentissage un peu de ce que c'est que de monter un groupe et de jouer dedans, les premiers échecs ils sont aussi quand on s'approche. C'est pour ça qu'à la remise des Césars, j'avais parlé un peu de ce fameux buffet où on se cassait la gueule à 2 mètres avant. Parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent, enfin moi qui m'est arrivé très souvent, donc j'avais pris un peu l'habitude de ça.
qu'au moment où on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, c'est à ce moment-là que finalement, ben non, voilà, le fait de travailler avec un éditeur, de fait de travailler avec un distributeur, avec d'autres gens, qui vont vous permettre d'aller plus loin, et finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que c'est déjà difficile d'arriver à ce stade et de créer ce réseau, et quand on voit qu'en fait il va être bouché, en fait, moralement c'est le plus dur. Donc ça veut dire que conformément au mythe de la route du rock, il y a de la galère. Ouais, mais dès le début en fait, parce que quand on fait un groupe de musique, on oublie, enfin, on fantasme un peu sur les posters, les disques qu'on écoute, on se dit c'est le métier que je voudrais faire plus tard. Déjà on est en France, on n'est pas ni aux États-Unis ni en Angleterre qui ont une culture de groupe et qu'on n'a pas en France. En France on a une culture de chanteurs et de chanteuses solo. Et du coup, le fait de monter un groupe, on se rend compte très vite que tout coûte, évidemment qu'il y a une économie, que tout coûte de l'argent, que d'avoir un bon photographe, ça coûte des sous, que de faire une belle affiche, ça coûte des sous, il y a une blague souvent qui dit qu'un musicien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se promène avec un instrument à 5 000 €, qui va faire 500 km pour aller gagner 50 €. Donc au début, c'est vraiment que ça. C'est-à-dire qu'on investit dans du matériel, on met de l'argent pour répéter, des locaux de répétition, etc., un enregistrement, rentrer en studio, sortir le disque, payer la SACEM, etc. Donc ça a un coût, tout ça, qui est finalement disproportionné, même s'il est réel, il est disproportionné par rapport à ce que le groupe va récupérer une fois qu'il va sortir son disque et qu'il va aller jouer dans un bar du coin, que le patron va à peine payer ou va payer un petit peu, mais ça ne suffira pas. Voilà. Donc en fait, la première grosse difficulté pour un musicien et un groupe, c'est de déjà accepter cette étape et passer au-delà, de se dire c'est comme ça que ça marche. Plutôt que de pester après tout ça en permanence, essayons de le construire, de le contourner, ou en tout cas de faire en sorte que ça devienne un atout plutôt qu'une réelle difficulté. Nous, avec les différents groupes qu'on a eus au début, on ne se payait pas. On investissait tout l'argent récupéré sur les concerts dans du matériel pour faire un studio d'enregistrement, pour pouvoir être autonome, avoir Photoshop, Illustrator, faire ses affiches soi-même, pour pouvoir avoir une espèce de petite entreprise qui n'existe pas vraiment, mais dans lesquelles on peut faire tous les petits corps de métier qui vont permettre au groupe d'exister. Et puis après on fait des enfants, puis là il faut arrêter de... Alors j'ai une question indiscrète à ce stade. On parle d'un certain succès, on parle d'une reconnaissance de plus en plus grande du groupe Jod. On en vit aujourd'hui, hein. Je ne demande pas forcément de chiffres, mais est-ce qu'aujourd'hui le job est rémunérateur? Alors, je parle de normalement rémunérateur. Est-ce que on vit pas que de Jod. On vit pas que de Jod, parce que ce serait compliqué, et à ce moment-là, il faudrait qu'on soit sur la route en permanence. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait faire 100, 120, 150 dates par an, ce qui n'est pas notre cas. Mais le travail fait avec Jod apporte aussi d'autres collaborations, d'autres rencontres, qui fait que moi j'ai monté un studio d'enregistrement, par exemple. Au début je l'ai fait que pour moi, je l'ai fait pour le groupe, pour Jod, pour qu'on puisse avoir un outil de travail, et puis au final ce studio se développe, d'autres artistes locaux viennent enregistrer, répéter, donc du coup ça devient un espèce de petit pôle de travail pour plein de groupes, donc ça apporte aussi au groupe, parce qu'il y a aussi les rencontres et puis le travail qui est fait. Ouais. Alors vous voyez, hein, finalement on croyait recevoir un artiste, et on reçoit bien un artiste, mais finalement, à travers tous les mots de Vincent, on entend aussi qu'il y a une logique économique, on entend qu'il y a un modèle économique, forcément, et puis que finalement, on est aussi avec un entrepreneur. Avant de reprendre la discussion, je vous propose de faire un tout petit break de quelques secondes, encore une fois, permettre à ceux qui ne connaissent pas encore Jod d'écouter quelques refrains d'un de leurs morceaux. C'était il y a quelques mois, c'était en juin dernier, dans le format live de Thomas Dubois, et c'était bien sûr, c'est normal, sur PNTV. It's
Voilà, ça vous donne une petite idée et j'espère que ça vous donne envie. Moi, j'ai un peu bossé là avant de venir et puis je me suis immergé dans l'univers de Jode et franchement, alors bon, évidemment, j'aime le pop rock, donc forcément, mais il y a un vrai ton. Alors tiens, question. Vous n'échappez pas à des associations d'idées. Ça renvoie à l'image, la gestion de l'image des artistes et puis ça peut jouer aussi sur une forme de succès ou une forme de difficulté d'aller au succès. Il n'est pas rare, quand on regarde un peu tout ce qui se dit sur vous sur le net, que certains, surtout quand vous êtes en concert, certains voient des analogies un peu avec Noir Désir, certains voient des analogies un peu avec Téléphone. Alors, est-ce que, Vincent Blanchard, est-ce que vous, finalement, vous auriez un peu quelque chose de Bertrand Cantat? Alors, je fais très attention quand je dis ça, évidemment, je parle au niveau artistique et exclusivement artistique, et puis peut-être aussi un peu de Jean-Louis Aubert, ce qui n'est pas forcément une insulte. Hein. Alors, très honnêtement, je n'ai jamais écouté de Noir Désir quasiment. Je n'ai pas de disque de Noir Désir à part un, et c'est ma copine à l'époque qui avait acheté ce disque. J'ai jamais été fan du son de Noir Désir. Mais pourquoi les gens voient ça alors? Pourquoi c'est pas rare d'entendre ça? Parce que ça chante en français, parce qu'il y a de la guitare électrique, parce que j'ai des boucles d'oreilles, parce que j'ai... Voilà. Puis des fois, il y avait aussi une coiffure qui ressemblait un peu à celle de Jean-Louis voilà. Aubert. Alors à l'époque où j'avais les cheveux plus longs, on me comparait à quel... Mais en même temps, les comparaisons ou les ressemblances, elles sont pas dramatiques la plupart du temps quand quelqu'un fait une espèce de comparaison un petit peu comme ça. C'est aussi parce qu'il aime l'artiste avec qui il compare. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances que la personne qui dit « tu me fais penser à Bertrand Cantat » n'aime pas Bertrand Cantat ou alors c'est parce qu'il n'a pas du tout aimé ce qu'on a fait, puis voilà. Mais en général, il y a ça quand même. Est-ce qu'on peut le considérer comme une forme, à partir du moment où on a envie d'être reconnu pour ce qu'on est soi-même, c'est-à-dire ne ressembler à personne, est-ce que ce n'est pas une petite forme d'échec qu'on vous renvoie ces images-là en vous disant oui, tu ressembles à machin, tu ressembles à truc? J'irai pas jusqu'à échec parce que ça me touche assez peu, mais il y a parfois où je trouve ça un petit peu dommage que ça aille aussi vite en fait en termes de comparaison, mais c'est assez logique. On a besoin de références aussi quand on veut parler de quelque chose, quand on a écouté un disque, écoute l'album de machin, il est super, c'est un peu dans le style de un autre machin. Donc on a besoin de ces références. Quand c'est nouveau, quand Blandine est rentrée dans le groupe, par exemple, on est passé de Noir Désir à Téléphone tout d'un coup parce que la bassiste était une fille plutôt qu'un c'est un peu facile, qu'un mec. Oui, mais ça va très très vite. Tout d'un coup, c'est genre, le même à qui on faisait penser à Noir Désir la veille, dès qu'on a eu une fille dans le groupe, c'est genre, vous me faites penser à Téléphone maintenant. C'est-à-dire que moi je la vois dans le public, la bassiste elle est là, et c'est vrai que de loin, un peu dans l'ombre, oui, on pourrait voir Corinne de Téléphone, mais j'ai dit de loin et dans l'ombre. Ce qui n'est pas forcément non plus un manque de compliment. Retourne à Villeurbanne. Vincent Blanchard, est-ce que vous êtes un entrepreneur? Pourquoi je lance la question comme ça? Parce que souvent, quand on fréquente des artistes, quand on discute avec eux, quand on les interviewe, ils ont souvent à cœur de séparer, mais vraiment avec un gros mur, l'artistique de tout ce qui est commercial. Là, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est... on a quelqu'un qui est assez mature, encore une fois, dans le fait que, oui, il faut être dans une logique économique. Bon, on n'a pas vraiment le choix. Enfin, c'est aussi... Donc commercial et artistique font bon ménage? Ah bah de toute façon, la musique n'existe pas si elle n'est pas commerciale. Sinon, ça veut dire qu'on ne la connaît pas. Tout le monde ne dit pas ça. Tous les artistes ne disent pas ça. Oui, mais c'est parce qu'ils confondent cette volonté de commercialisation de leur musique, donc une volonté de dire je vais écrire une chanson au format de ce que les radios et de ce que le public veut entendre. Donc là, on fait une démarche extrêmement commerciale puisqu'on va dans le sens de ce que le public veut. Oui. Et il y a aussi le fait d'écrire une chanson qui ne cible rien. Une chanson qui sort de votre tête, vous l'écrivez, vous la répétez avec votre groupe, vous la chantez, tout d'un coup, elle devient un tube à la radio. Cette cible n'a pas de volonté commerciale, elle est restée telle qu'elle, elle est authentique, et vous avez la chance que le public en fasse quelque chose d'une chanson qui fasse partie du paysage musical français à ce moment-là. Mais ça dépend de la volonté de départ. Pour moi, là où c'est compliqué, c'est à partir du moment où on commence à réfléchir à comment on va trouver le tube qui va passer en radio et qui va vriller les oreilles de tout le monde pour les 3 mois à venir. Là, c'est une démarche qui est vraiment... on n'est plus dans l'artistique, là. On est dans autre chose. On est dans l'étude de marché, fabrication de produits... c'est autre chose. Maintenant, une chanson qui cartonne à la radio, si la chanson est bonne et qu'elle a été faite avec amour, on n'a pas le droit réellement de la sabrer. Alors, on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas remettre en cause le processus de création de cette chanson, quoi.
Je vais évoquer maintenant un autre artiste, alors là, un monument, vous allez comprendre. Je pars d'un peu loin. Jode, pour ceux d'ailleurs qui ne le savent pas, Jode, J-O-A-D, mais on prononce Jode, je le redis. Ça vient en inspiration, alors je ne sais pas moi à l'origine ce qui était vraiment le choix du groupe pour le nom, mais bon, c'est notamment le héros du roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère, dont, précisons-le pour les cinéphiles, John Ford a fait un film en 1940. Et puis, je poursuis mon petit chemin pour en arriver là où je veux en venir. Et puis, en 1995, Bruce Springsteen, c'est pour ça que je disais le monument, a sorti un album qui s'appelait Je l'ai là, The Ghost of Tom Joad. Est-ce que, j'y arrive, c'est un peu long, mais me voilà, est-ce que derrière Joad, il n'y aurait pas l'ombre du boss ? Ah si, absolument. Et là, je quitte un peu l'interview économique pour revenir un peu vers la musique. L'ombre du boss, Bruce Springsteen. Moi, je suis un fan absolu du bonhomme, de sa musique aussi, mais pas toujours, puisque depuis un certain temps, dans les disques, il y a un peu à boire et à manger. Et du coup, pour moi, c'est une leçon. C'est une leçon, en fait, sa façon de faire de la musique. Justement, on parlait de ces fameuses chansons commercial, pas commercial. Lui, il éjectait systématiquement de tous ses enregistrements les chansons qui lui paraissaient trop commerciales, c'est-à-dire trop faciles à l'écoute du public. Il les éjectait de son répertoire. Et puis c'est on l'appelle le boss, mais c'est pas pour rien aussi. C'est aussi une leçon c'est pas parce qu'on fait de la musique qu'on ne doit pas travailler, que c'est pas un vrai labeur, que c'est pas un vrai boulot, et que ça laisse quelque chose, c'est une empreinte de vie pour toujours. Moi, je sais maintenant, à l'âge que j'ai aujourd'hui, que je n'aurai pas une très grande carrière. Et à la limite, ça ne me dérange pas, je le sais, c'est pas grave. Par contre, le travail accompli ces 30 dernières années et le travail à accomplir les 10 prochaines me motive et me plaît. Et il est aussi motivé par ces gens-là qui, eux, font de grandes choses et qui ne s'arrêtent jamais de travailler, ou même des Paul McCartney ou ce genre de choses. C'est des vrais exemples. Après, tu as des mecs qui font un tube sur une chanson, puis on les revoit jamais après, ils ont assez de pognon pour vivre le reste de leur vie. C'est pas des amoureux de la musique, c'est pas possible. Alors la chance qu'il a eue, Springsteen, c'était aux États-Unis, il a pu écrire Born in the USA. Quand on est à Rouen, c'est plus dur. Hein. Born in Rouen, ça marche moins bien que Born in the USA. Après, il y a un groupe anglais qui s'appelle Supergrass, qui a fait un album qui s'appelait Road to Rouen, parce que quand ils étaient gamins, ils étaient en vacances tout près. Ils ont un album qui s'appelle Road to Rouen, qui s'est vendu dans le monde entier. Ils ont mis Rouen sur la carte du monde, quand même. Bon, donc, applaudissements. Que faut-il pour percer ? J'ai aucune idée. Question vague et très large. Que faut-il pour percer ? Alors, je sais, moi... Et à la limite, après, on peut enchaîner sur que ne faut-il pas ? En tout cas, moi, je ne pourrais pas vous le dire parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir percé, mais je pense que pour percer, il faut déjà être méchamment travailleur. Il faut avoir un réseau, ou en tout cas étendre son réseau au fil des ans, et le plus possible de façon honnête. Je connais aussi, j'ai rencontré beaucoup de monde aussi dans ce métier ou dans d'autres qui ont tendance à faire du réseau un petit peu trop facilement, avec la main qui glisse dans le dos trop facilement. Ça ne tient pas dans le temps. Ça répond à la deuxième question. Ouais. Ça tient pas dans le temps. C'est soit on y va honnêtement, on crée son réseau, on rencontre du monde et on prouve par son travail qu'on mérite de revenir. Moi, je pense qu'il n'y a que ça. Puis après, c'est le hasard des bonnes rencontres. Par exemple, en ce qui nous concerne, Alex Lutz, ça a été une bonne rencontre d'il y a 10 ans, ce qui nous a permis de faire des choses après. Oui, alors en plus, si je peux me permettre, un hasard, une espèce de réunion de phénomènes aléatoires, une succession de hasards, la rencontre avec Alex Lutz. C'est le truc qu'on ne peut pas prévoir et qu'on n'a pas forcément voulu soi-même. Non, puis même à l'époque où... La chance, on pourrait dire. Quand notre éditeur de l'époque a rencontré ce producteur qui cherchait des musiciens pour faire des petites musiques de spectacle, Audrey Lamy n'était pas connue, donc nous, on nous propose un spectacle pour une jeune artiste qu'on ne connaissait pas, donc c'est pas comme si c'était Muriel Robin où là tout d'un coup il y a un nom, on sait que tu dis c'est génial, on va bosser pour... Là Audrey Lamy n'était pas connue et son metteur en scène c'était Alex Lutz qui n'était absolument pas connu. Je crois qu'à l'époque il avait à peine fait son petit rôle de nazi dans OSS 117. Il n'y avait même pas Catherine et Liliane. Il n'y avait pas Catherine et Liliane. Nous on l'a vu naître, Catherine et Liliane d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand ils nous en parlaient, en fait en gros c'était un truc et puis qui est devenu un phénomène assez rapidement,
Mais voilà, c'est un hasard de rencontre, et puis après, je pense que c'est la relation dans le travail, et puis l'honnêteté dans le travail qui fait que... Oui, c'est là où c'est un peu dur quand même. Quand on dit que faut-il pour percer, et que Vincent nous dit, par exemple, bon, chance d'avoir rencontré Alex Lutz évidemment, mais que finalement la rencontre n'a pas été organisée, la rencontre n'était pas prévisible, donc c'est là où il y a quelque chose de complètement impalpable. Quand on a fait la musique de son premier film, on bossait déjà pour lui sur les spectacles, et Catherine et Liliane. Et il a travaillé avec un compositeur dont je ne citerai pas le nom, mais il travaillait avec un compositeur qui était un peu commis d'office par la prod. Oui. Et il s'est rendu compte au bout de 2, 3, 4 rendez-vous que ce compositeur n'avait pas lu le scénario, ne s'impliquait pas dans le projet. Et il est allé voir les producteurs en leur disant moi j'ai des mecs à Rouen avec qui je travaille en confiance, donc en fait votre compositeur je n'en veux pas, je vais aller là-bas. Et ça, pour moi, c'est le vrai... ça met le doigt vraiment sur le fait qu'on peut être un compositeur de musique à Paris, installé, avoir déjà travaillé sur plein de projets, tout d'un coup prendre un peu un projet à la légère, et nous, petits Rouennais dans notre studio en bois qui ressemble à un petit chalet, le travail a fait que tout d'un coup, s'il a dit non, finalement je préfère aller vers eux plutôt que de... Voilà. Et ça, je pense que c'est cette relation de confiance et le travail qui a fait que. Et si on n'avait pas fait ce film, on n'aurait jamais fait Guy après. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que quand des acteurs économiques donnent des conseils à des jeunes qui créent une start-up, par exemple, souvent on les entend dire ne mélangez jamais le business et la passion. Et en musique, mais c'est toujours intimement lié. C'est-à-dire que qu'est-ce qui mène les artistes sur ce long chemin de recherche, de reconnaissance et de réussite? Ça n'est toujours que la passion. Alors, il y a un milieu, le milieu économique traditionnel, où on peut dire pas de business et de passion en même temps. Et là, c'est totalement intimement lié. Parce que... Après, c'est dangereux, je comprends cette notion. Oui, alors. Parce qu'on prend des risques qui sont mal mesurés du fait de la passion. De la passion et de l'envie de réaliser. Moi qui ai géré Tarantula Music et maintenant Tarantula Records depuis presque 10 ans, financièrement, j'ai fait des trucs qu'il fallait pas faire. Mais parce qu'à ce moment-là, je me disais, on n'a pas le choix. Si on le fait pas, on va rater ceci, on va rater cela. Donc il faut mettre en place. Il n'y avait pas de sous, on y allait quand même. Après, je mettais pas en péril le groupe, mais je mettais en péril moi, l'entreprise et la façon de travailler sur les 6 mois à venir pour relever du truc. Mais au moins, on l'avait fait. C'est le risque. Toujours dans l'analogie avec l'entreprise, dans une entreprise, c'est un collectif qui travaille ensemble pour atteindre un objectif de rentabilité, de développement de marché et tout ce qui tourne autour. Lorsque un produit ne marche pas ou un service, c'est un échec qui est partagé. Et puis finalement, ça ne retombe pas forcément sur tel ou tel. C'est l'entreprise qui n'a pas réussi. Un artiste, ça lui retombe directement dessus. Exemple, lorsqu'un morceau ne marche pas, lorsqu'un album ne marche pas, lorsqu'on y a mis toute sa passion et que le public n'est pas là, le public n'est pas à la rencontre, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors personnellement, je m'en fous complètement parce que pour que c'est il faudrait que notre musique soit exposée. Si on pouvait faire écouter une de nos chansons à toute la planète en même temps, voilà, et qu'on ait un pourcentage de gens qui nous disent j'ai aimé, qui soit vraiment infime, là on se dirait merde, la chanson ne plaît pas, ne fonctionne pas, parce que tout le monde l'a entendu. Là en fait on n'est tellement pas, entre guillemets, exposé, écouté, passé en radio, passé en télé, que de toute façon c'est même presque le contraire, parce qu'on se dit ils n'ont pas de bol, les gens ils n'ont pas entendu notre chanson, parce qu'ils ne peuvent pas, quand ils allument leur radio, ils entendent autre chose, ils habitent à l'autre bout du pays, ils vont bosser le matin, ils écoutent des radios où on n'est pas diffusé. Donc du coup, nous, ce qui nous fait garder espoir, c'est de se dire, un jour, voilà, après, plus on vieillit, moins on y croit, mais un jour, quand ils allumeront leur radio, ils entendront une de nos chansons. Et c'est là que ce sera important de savoir si là, ça plaît ou ça plaît pas. Est-ce qu'à ce moment-là, on va passer de 500 personnes au concert à 1500 ? Mais tant qu'on n'a pas essayé, moi je considère qu'on n'a toujours pas essayé. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait 30 ans que je fais de la musique et je considère que je n'ai toujours pas eu la chance de rencontrer le public en fait. Se rencontrer le public, c'est une chose, après il faut qu'il reste. Parce qu'on peut faire tous les plus grands festivals du monde, on a joué devant Madness, devant 40 000 personnes à l'Armada. Qu'est-ce qui reste de ces 40 000 personnes? Est-ce qu'il y en a au moins 2, 3 qui sont venus voir Joe dans le concert après, qui ont acheté un disque, ou pas du tout, ou 400? J'en ai aucune idée en fait. Mais, donc être exposé, c'est une chose, mais être exposé et ensuite que les gens aient envie d'y revenir, ça n'est une autre.
L'exposition s'est faite quand même par Guy, le film d'Alex Luce, parce que là, il y a eu un impact fort sur le public. J'en viens au César. Mais c'est pas la musique de Joe, de la musique. Non, de Guy, c'est pas la musique de Joe. Alors justement, avec ces Césars qui a mis Joe en lumière, qui a attribué à Joe une forte reconnaissance avec quand même ce travail assez étonnant qui est fait sur tout ce répertoire de ce personnage de fiction qui est Guy dans le film. Comment justement on peut faire un aussi grand écart entre d'un côté faire la musique de Joe, on est dans le pop-rock pur et dur, au bon sens de la qualité, et de l'autre faire la petite ritournelle d'Adidou Dida que j'ai encore dans la tête depuis ce matin. Ouais. On se la ferait pas comme ça, capella tous les deux. Non. C'est notre chanson, ton cœur. Ah si, on se la fait. Est-ce que le public veut la chanson? Juste le refrain. Allez, on la fait à deux. Moi, je veux que je la chante tous les deux. Moi, je fais la fille alors. C'est notre refrain, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes, je chante, dadoudi doudida, et mon amour reste à toi. Bon, allez, on peut applaudir. Merci. Vous savez, je m'étais promis de lui faire chanter et je me suis dit, si j'y arrive pas, je serais nul. Enfin bon, j'ai réussi. Oui, alors le grand écart là entre Joe. Je vais la chanter aux Folies Bergères bientôt, un peu par obligation. Mais il fallait pour que ceux qui nous regardent sachent de quoi on parle. Le grand écart entre Joe, le vrai pop rock, et puis Dadoudi Douda qu'on vient de fredonner là quelques secondes. C'est quand même un super grand écart. Mais c'est un régal en fait comme projet, comme idée quand on a commencé à bosser là-dessus, qu'Alex nous en a parlé les premières fois. Et quand on a commencé à bosser sur les chansons au début, on commençait vraiment à prendre conscience qu'on allait s'amuser là-dessus. Et après, c'est une musique qui nous est pas du tout inconnue. Moi, j'ai grandi avec ça. Mes parents écoutaient la radio, avaient des disques à la maison. Donc du coup, toute la variété, puis les émissions de télé, avec Drucker, avec Foucault, avec tout le monde, on en a eu, je sais pas combien de kilomètres on a eu de ces gens-là. Et ils font des rediffusions des fois sur certaines chaînes, justement de cette époque-là et de ces émissions-là. Et puis grâce à Internet et YouTube, on peut facilement retrouver le duo de Carlos et Sylvie Vartan sur telle chanson, boum, et ça fonctionne. Et en fait, on peut étudier un peu les sons, et puis en fait, c'est ancré, c'est-à-dire qu'on a grandi avec. Moi, j'ai grandi avec vraiment. Donc finalement, je me rends compte que... C'est pour ça que la notion d'influence est compliquée quand les gens nous disent « vous êtes influencé par quoi ?» ou « quelles sont vos réelles influences ?» Des fois, on veut chasser des influences de sa tête, mais moi, ma mère, elle écoutait Balavoine et Goldman et des chanteurs comme ça. Je sais qu'au fond de moi, je connais leur musique par cœur. Et même si aujourd'hui, je n'essaye pas de reproduire leur musique, je la connais, leur musique. Je la connais, en fait. Voilà. Toujours à propos des Césars. Avec Romain, vous avez été mis dans la lumière. Encore une fois, reconnaissance. Forcément, ça vous crédite une belle image. Vous surfez après, d'une certaine façon, sur cette reconnaissance et ce succès. Toujours parallèle avec l'entreprise. L'acte entrepreneurial en entreprise, il est assez froid, on est assez rationnel, même s'il y a un peu d'irrationalité, de manque de rationalité. Mais là, chez les artistes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de superstition. En entreprise, on se réjouit du succès. Ah oui. Et puis, l'artiste, finalement, le succès, il lui fout la trouille. Il lui fout la trouille parce que derrière, c'est la peur que ça ne continue pas, c'est la peur de ne pas savoir le transformer. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, Vincent, et qu'est-ce qu'il en est pour Joe? Mais moi, j'ai envie de dire que j'ai eu peur, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je m'en fous un peu. C'est-à-dire qu'en fait, je profite de ce qui vient, j'essaie de le faire le mieux possible. Si d'autres choses arrivent, je les prendrai à bras-le-corps aussi parce que c'est passionnant de le faire. Je ne veux pas trop réfléchir à trop long terme et à l'avenir et ça me fait pas vraiment peur en fait. Le seul truc qui me fout les jetons, c'est qu'il y en a d'autres qui... Enfin, j'ai des potes ou des gens qui disent « Ah bah c'est génial, vivement le deuxième César ou à quand l'Oscar ouais. ». La difficulté, c'est qu'un projet comme Guy, tout est sur un plateau. On nous demande d'écrire des chansons. Il n'y a aucun film ces 15 dernières années où il y avait ce type de projet. Donc le projet est vraiment unique. La façon de le faire, c'est assez unique. Nous, on est dans le film avec le groupe au complet, c'est assez unique. Et tout d'un coup, forcément, quand 300 films sortent, il y a 300 films qui sortent par an au cinéma, il y en a un, c'est pas de la comédie musicale, mais on est limite dans voilà. Et donc, du coup, tous les académiciens des Césars qui ont regardé ces 300 films, quand on leur demande est-ce qu'il y a une musique qui vous intéresse, boum, Guy a fait mouche. Pour nous, c'est un coup de bol monstrueux, le travail est vraiment là, mais il n'y en aura pas 2 films comme ça dans notre carrière, quoi. Bon, et plus personnellement, si je m'adresse non plus aux musiciens, chanteurs de Joe, si je m'adresse à Vincent. Vincent, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut lui faire peur, réellement, au fond de lui-même? Alors là, je ne suis même plus dans la musique, je ne suis même plus dans le spectacle. De quoi peut avoir peur l'invité qui est devant moi?
Moi, j'ai peur des requins. Je ne m'attendais pas à ça. Non, Cela dit, des requins, il y a toutes sortes. C'est une blague. Non, de quoi j'ai peur? Non, j'ai pas vraiment de peur. Oui, j'ai peur pour c'est con, je veux pas non plus faire de baba cool, mais j'ai peur pour la jeunesse qui se promène dans la rue la nuit à Rouen, je trouve. Voilà. Surtout que dernièrement, il y a eu des épisodes un peu dramatiques. Je trouve ça dramatique de ne pas pouvoir aller se faire un resto, un cinoche sans flipper un peu, et ça me fait chier pour la génération qui est censée aller faire la fête dehors et qui voilà, et puis je trouve voilà. Si on doit parler de trucs qui foutent les jetons, ça fout les jetons. Et puis après, dans le monde, il y a ça en beaucoup plus gros. Mais c'est le seul truc qui est effrayant sur cette planète. Tout pourrait être vachement bien s'il n'y avait pas de gens à moitié starbés en liberté, quoi, tout simplement. Et puis voilà. Après, qui a fait son boulot, qui l'a pas fait, j'en sais rien. Mais ça me fait chier, ça me fout les jetons, moi, de savoir que mes gosses, ils sont dehors. Et voilà, quand il se passe ce genre de truc. Et que surtout quand c'est à proximité comme ça, forcément ça nous réveille ce sens encore plus, quoi, que quand c'est à 5000 km. On arrive à la fin, c'est dommage, mais c'est comme ça. On demande souvent aux chefs d'entreprise le conseil qu'ils pourraient donner à celui qui crée sa boîte, là, qui démarre. Même chose, l'artiste confirmé, qui est Vincent, qu'est-ce qu'il peut dire aux petits groupes, là, les petits jeunes qui ont 20 ans, qui démarrent. Vincent, qu'est-ce qu'il faut faire? Le meilleur conseil, quoi. Aujourd'hui, le conseil d'il y a 20 ans n'est pas forcément le même que celui d'aujourd'hui. Non, mais il y a des choses qui reviennent, il y a des valeurs qui reviennent un peu, je trouve, en ce moment. C'est-à-dire qu'en gros, si tu bosses que pour le fric, tu monteras et démonteras tes boîtes en permanence, parce que ce ne sera pas le bon projet, ce sera là, puis tu seras une vraie girouette en fonction là. Donc si tu travailles que pour le fric, c'est compliqué. Si tu travailles par l'amour du boulot que tu veux faire et par l'amour du travail en lui-même, bien fait, comme un artisan, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais quand ce sera installé, ce sera installé. Bah, c'est un beau message, hein. C'est un beau message. Et d'ailleurs, c'est un message qu'on est nombreux à partager de plus en plus, le travail bien fait, et puis l'artisanat, le travail avec les mains aussi, on y revient, et ça dit beaucoup. Moi, je ne me considère pas comme un artiste, mais comme un artisan. Comme un artisan. De la musique, un artisan d'art, on va dire. Peut-être même pas, je ne sais pas. Peut-être même pas. Bon, Vincent, très belle rencontre, très sympa d'être venu aujourd'hui chez Now Coworking. On termine, comme à chaque fois, avec 2 questions finales. La première, et puis ça se fait traditionnellement en regardant cette caméra qui est la vôtre. Quelle idée vous pourriez nous donner là d'un prochain invité qu'on pourrait accueillir à votre place prochainement? Ben, je pense à Julien Trajan. Le public rit. Le public rit. Je pense à Julien Trajan qui finalement fait son parcours comme moi je l'ai fait musicalement. En 2 mots, très brièvement, qui est Julien Trajan? C'est un photographe de talent et qui est capable de faire beaucoup de choses et puis qui a monté aussi son entreprise, enfin son nom, et puis voilà. Et je pense que c'est aussi une autre forme d'entreprise et le fait d'entreprendre, de se faire d'exister. Bon bah voilà. C'est bien noté par l'équipe de Now Coworking. On le rencontrera. Et puis toute dernière question. Allez, toute dernière question, toujours face caméra, Vincent. Le prochain invité de J'ai rendez-vous avec, ça sera avec Mathieu Tordeur. Mathieu Tordeur, c'est formidable, c'est un jeune explorateur de 19 ans. Il est le plus jeune explorateur au monde et il est le premier Français à avoir rallié en solitaire, sans aucune assistance, le pôle Sud. Et donc, il sera là à votre place. Quelle question vous auriez envie de lui poser? Et on la passera sur l'écran. Mais quelle idée! Tout est dit, très bref. Mais quelle idée! C'est la question la plus courte qu'on ait eue dans ce programme. Comment nous vient une idée pareille en tant qu'être humain, quoi? Merci beaucoup Vincent Blanchard. Voilà, alors évidemment, John, c'est pas lui, hein, que lui. C'est lui et c'est tous les autres. Évidemment, c'est une équipe. Enfin là, on a le porte-parole. Merci, c'était vraiment, je leur dis, une belle rencontre. Et puis, les artistes, ça fait du bien un peu dans ce monde de brut de l'économie. Hein, et effectivement, pas que pour le fric, un peu pour le cœur, un peu pour les oreilles et un peu pour l'âme. C'est ce que vous étiez venu nous dire aujourd'hui, un peu, Vincent? Ouais, bah, je pense. Hein, puis je pense que si tout le monde fonctionnait comme ça, même dans des entreprises un peu plus industrielles, ce serait tout aussi humain et chouette. Mais il y en a qui fonctionnent comme ça, j'en connais. J'en connais aussi. Voilà, grand merci comme d'habitude à Ludivine Bunel qui a préparé cette émission. Merci à Adrien Pulvi qui l'a réalisé et merci au public. À bientôt pour un prochain. J'ai rendez-vous avec Radio Working Company.